Bonjour, chère lumière de vie. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Guylaine Salafranc. Bonjour. Bonjour Guylaine. Guylaine est médium et auteure. Elle canalise Maitreya depuis plus de 25 ans. Maitreya est une entité d'amour et de compassion. Alors aujourd'hui, Guylaine va vous entretenir du couple spirituel. Nous savons bien que le couple est un beau laboratoire pour vivre beaucoup d'expériences à travers de notre vie quotidienne. Alors, maintenant, je laisse la parole à Guylaine. Merci. Beaucoup de personnes nourrissent dans leur cœur le désir d'être en couple. C'est pas un hasard, c'est pas un problème au niveau affectif. C'est qu'en fait, ça correspond à un des grands desseins de l'âme pour l'incarnation. Quand on s'incarne, notre âme désire apprendre le plus possible. Donc, la meilleure façon, puisqu'on est des êtres de communication, des êtres de relation, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être en relation. Donc, dans l'incarnation ici sur la planète, on a la possibilité de vivre différents types de relations. Relations avec les parents, en tant que parents plutôt, avec des amis, avec les animaux, le monde de l'invisible, mais aussi une relation, des relations avec une autre personne. Donc, dans une relation où il y a de l'intimité, où on partage ce qu'il y a de profond à l'intérieur de nous, mais aussi où on partage aussi une intimité physique. Une fois qu'on a manifesté une relation, on est souvent surpris du résultat. On aurait l'espoir que ce serait facile, on aurait l'espoir que tout serait, parce qu'on est amoureux de l'autre, que tout serait facile, qu'on n'aurait rien à faire. Et pourtant, c'est là que tout commence. Être en couple, c'est réellement un chemin initiatique. C'est sûr qu'on peut choisir de vivre ça à différents niveaux. Selon notre niveau d'engagement face à nous-mêmes, selon le niveau de conscience que l'on a, on peut décider de vivre une relation à un niveau plutôt qu'à un autre. Mais je crois profondément qu'à partir du moment où on s'aligne à notre cœur, le cœur lui aspire à ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus élevé, ce qu'il y a de plus noble. Donc, à partir de là, spontanément, dès qu'on est bien aligné dans notre cœur, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, on ressent, on pressent, on perçoit, on sait, on apprend comment être, comment exprimer le meilleur de nous-mêmes. Souvent, quand on veut créer une relation, ce qu'on veut, c'est qu'on a une liste de ce qu'on attend de l'autre. On aimerait que la personne soit de telle façon, de telle façon. Puis cette liste-là, on l'a écrite, on l'a créée à partir de nos expériences. Si on a été blessé dans une autre relation ou on a manqué de quelque chose, dans la relation qu'on souhaite pour nous, on souhaite de rencontrer quelqu'un qui va combler ces vides-là. Mais la plupart du temps, c'est pas ça qui va nous apporter davantage de bonheur. En fait, pour arriver à être heureux en couple, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est quel type de personne, moi, je désire être en couple? Qu'est-ce que moi, je désire apporter dans une relation? Qu'est-ce que je désire vivre? Et non, qu'est-ce que l'autre va m'apporter? Oui, absolument. Oui, absolument. À partir du moment où je choisis qu'est-ce que moi, je veux être en relation, donc ça demande une certaine introspection. Puis ça demande aussi de prendre la responsabilité de notre vécu. Donc, si moi j'entre dans une relation en me disant quel genre de... Parce que je me suis posé ces questions-là. Moi, j'ai décidé de redéfinir, de changer de pattern dans mes relations. Donc, je me suis questionnée beaucoup quel genre de femme, moi, je veux être en relation. Et j'ai des surprises de réponses. J'ai été surprise qu'il y a des choses que j'étais attachée à des comportements, mais qui ne pouvaient pas produire mon bonheur. Alors, j'ai comme travaillé dans mon intériorité, à changer ça, à changer mes croyances limitantes pour arriver à comprendre que le bonheur, il est en moi. C'est moi, la première étape, si on veut être en couple, c'est d'installer le bonheur à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première étape. Et non d'être heureux parce qu'on est en couple. Ou d'attendre qu'on va être heureux quand on va être en couple. Parce que souvent, on a la croyance qu'on n'est pas bien seul et on se dit, si je serai en couple, je serai heureux. Non, c'est pas vrai. C'est une illusion qu'on a. Pour être heureux en couple, la condition de base, c'est d'être heureux avec soi. Donc, il faut cultiver le bonheur à l'intérieur de nous. Si on veut être en couple, la première chose à faire, c'est ça. Après, une fois qu'on a un bonheur intérieur, c'est comment on voudrait le partager avec l'autre. Quand on est heureux, on veut partager ce qui est le plus beau à l'intérieur de nous.
on n'a pas le goût à ce moment-là de partager ce qu'il y a de plus, je dirais, inadéquat à l'intérieur de nous. On veut partager la beauté de notre être. Quand on est heureux, on veut participer au bonheur de l'autre. Donc, ça nous aide à trouver les pensées, les paroles, les actions les plus justes pour collaborer au bonheur de l'autre. Pardon. Parce que dans une vie de couple, en fait, le but d'une vraie vie de couple, c'est, oui, d'évoluer. Mais évoluer, c'est quoi? C'est créer l'équilibre. Donc, dans un couple, quand on place notre objectif à contribuer au bonheur de l'autre, ben, on y trouve notre bonheur. Et souvent, on veut que le couple nous rende heureux, et après, on va rendre l'autre heureux. Alors qu'en fait, c'est nous devons nous être heureux, nous-mêmes, combler être heureux, et après, on partage ce bonheur-là avec l'autre en contribuant à son bonheur, et là, ça revient vers nous, ça nous nourrit. Mais plutôt que d'attendre tout ça de l'extérieur. C'est vraiment un partage entre les deux personnes qui chacun amène son bonheur pour faire un plus grand bonheur. Absolument. Puis aussi, c'est que chacun de nous, chacune des personnes qui créent une relation, apporte, ou plutôt est, une réalité vibratoire, une somme vibratoire précise. Donc, ça, autrement dit, c'est notre émanation. Donc, cette émanation-là, elle contient quelque chose de particulier. Elle va contenir les desseins de mon âme, elle va contenir aussi les ententes, les engagements qu'il y a entre, par exemple, mes propres engagements, mes propres ententes. Alors, quand je rencontre une autre âme accompagnatrice, par exemple, peu importe le niveau de contact que c'est avec l'âme, parce qu'il y a des âmes jumelles, il y a toutes sortes d'âmes, de types d'âmes, selon ce qu'on a à vivre. Hein. Il ne faut pas nécessairement vouloir absolument que ce soit tel type d'âme. Hein. On rencontre les âmes qui sont les plus appropriées pour nous dans le moment où on est. Donc, dans mon émanation, moi j'émane tous les codes de mon incarnation, des potentiels de mon incarnation. J'arrive en contact avec une autre personne, lui possède tous ces codes. Mais vu qu'il y a des ententes avant de s'incarner entre nous, c'est que ces codes, mes codes, vont trouver ensemble, vont pouvoir se... Un point d'arrimage. Oui, absolument. Ce qui fait qu'à partir de là, dès que ça s'installe, on se sent automatiquement interpellé par la vibration de l'autre. Dès que ces codes-là, c'est comme c'est ça, un arrimage, je ne sais pas comment expliquer ça, la vibration de l'un touche la vibration de l'autre à des endroits précis, et ça ouvre des portes. Réellement des portes multidimensionnelles, hein, c'est un fait. Donc, à partir de ça, les portes sont ouvertes, on a accès à tout ce qui avait été préprogrammé comme antécédent karmique entre nos deux âmes. Alors, c'est ce qui fait qu'on rencontre quelqu'un, il y a un contact qui s'établit, il y a comme tout à coup, nos cellules sont interpellées par la vibration de l'autre. C'est vraiment cellulaire, mais c'est énergétique, c'est à tous les niveaux. On appelle ça le pouvoir attractif. Absolument, oui. Là, alors, à partir de là, il y a des choses qui s'ouvrent. Et là, on a accès à de l'information, mais instantanément. Et c'est pour ça qu'on pense que, comment ça qu'on est tout de suite concerné par cette personne-là, alors qu'on la connaît depuis 5 minutes. Parce que cette porte-là s'est ouverte, donnant accès à ce qui est contenu là, donc de mémoire ou d'expérience qu'on a partagé avec cette personne-là dans d'autres réalités, okay? Mais qui est ajusté, c'est une portion de ce vécu-là qui est ajusté pour l'incarnation actuelle, pour les dessins de l'âme dans cette incarnation. Ce n'est pas nécessairement un copier-coller de l'intégralité d'une vie qui a été vécue avec la personne. Ça peut être une vie comme frère et sœur, ça peut être comme ami. Oui, absolument, ouais, mais en plus, c'est que ce n'est pas l'intégralité de la vie. C'est des portions qui sont ramenées, mais juste assez pour créer des ancrages dans l'engagement ou dans des choses comme ça. Donc, parce que là, on parle d'une relation de couple et c'est la même chose pour une relation parent-enfant. OK? Mais puisque là, on parle du couple, bon. Alors, quand ces portes-là s'ouvrent, tout à coup, on a accès à plein d'informations qu'on n'avait pas accès avant. Concernant l'autre personne, mais surtout concernant nous. Parce que l'information est stockée dans notre réalité. Okay? Elle est stockée par taux vibratoire.
Puis la personne, quand on la rencontre, par exemple, elle, l'ouverture que ça crée, ça nous donne accès à cette information-là. Mais on ne pouvait pas accéder avant parce que l'accès, l'ouverture ne se faisait pas. Et ça prend pas nécessairement un homme et une femme. Ça peut être deux femmes Absolument. ou deux hommes. Ça n'a pas de... Du point de vue de l'âme, pardon, que ce soit l'âme, elle ne tient pas compte de l'identité sexuelle, là. On s'incarne dans cette vie-ci pour essayer beaucoup d'expériences différentes. Donc, ce qui est important, c'est d'être interpellé, la force attractive. Les forces attractives, ça ne se déclenche pas du point de vue humain. Ça se déclenche dans les sphères de lumière. Même si humainement, on essaierait de se forcer à sentir une force attractive, peut-être sexuellement, on peut vivre ça avec quelqu'un quelques heures, peut-être une journée, un an, mais même si on se forcerait à essayer de sentir des forces attractives avec quelqu'un, on n'est pas capable de le faire. Il faut que ça soit déclenché dans les niveaux supérieurs. Et quand cette forme d'enclenchement-là se fait, ben, c'est pas par les humains, c'est par les maîtres et par les guides, parce que c'est supervisé les rencontres. On ne rencontre pas quelqu'un au hasard. On rencontre quelqu'un parce qu'on a fait beaucoup de choix dans notre évolution qui ont fait en sorte que cette personne-là devient plus adéquate pour nous que cette autre personne. Mais encore là, si on rencontre quelqu'un, il faut que ce soit dans nos lignes de probabilité de vie. Il y a des gens qui ont pas vraiment dans cette vie-ci de ligne de probabilité pour l'accompagnement. C'est correct, ils l'ont probablement déjà vécu amplement dans d'autres vies, ou en tout cas, de toute façon, ils n'ont pas à le vivre dans cette vie-ci, puisque ça ne se manifeste pas. En fait, être en couple, c'est une expérience extraordinaire, si c'est ça que notre âme veut vivre. Okay? Mais ce n'est pas l'expérience du siècle qu'il faut absolument être en couple, non. Et les personnes qui n'ont pas à vivre ça dans leur vie actuelle ne souffrent pas non plus de pas. Non. Et pour eux, c'est... Mais dès qu'une personne ressent profondément qu'elle désire être en couple, c'est parce qu'il y a une ligne de probabilité quelque part. Absolument. Mais si la personne ne manifeste pas, c'est parce que c'est elle qui n'est pas prête à ça. Il faut qu'elle change à l'intérieur d'elle. Parce que, encore une fois, c'est des rencontres d'âme, c'est qu'il faut atteindre quelque chose pour que ça puisse s'enclencher, pour que les maîtres puissent activer cette charge électromagnétique entre deux personnes, cette charge magnétique. Il faut que la personne soit rendue là. Parce que rencontrer quelqu'un, c'est un gros bouleversement dans nos vies. Alors, si on n'est pas prêt, on refuse. On va refuser parce que là, non, on ne veut pas changer ça, on ne veut pas changer ça. Donc, il faut faire toutes sortes de petits choix où on accepte la nouveauté et tout doucement, ça va nous amener à rencontrer quelqu'un dans le concret. Mais on a dû faire tout un cheminement parce que sinon, ça aurait été un choc. Absolument, parce que comme tu dis, un choc, parce que c'est deux univers complètement différents qui se rencontrent. Oui, et aussi parce qu'à partir de là, des plans qui n'étaient pas connus pour nous vont s'ouvrir à l'intérieur de nous donnant accès à des parties de nous qu'on n'a pas encore explorées. Et des fois, c'est des parties qu'on n'aurait peut-être pas le goût d'explorer consciemment. Ça nous surprend. Oui, on voudrait peut-être pas trop les explorer, mais là, alors c'est pour ça qu'il faut être prêt. Parce que souvent, on va regarder des couples qui vont vivre des ajustements, okay, des mises à niveau. Et on se dit, mais comment ils font pour être ensemble? Ça se peut pas. Parce que de l'extérieur, on dit, mais ça se peut pas, ça a l'air difficile, on comprend pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils restent ensemble? Parce que ils sont prêts. Des fois, ils choisissent d'arrêter aussi. Hein? Ouais. Ou bien, ils sont prêts, mais aussi parce que il y a cette force-là qui les relie. Et ce qui est extraordinaire en couple, c'est que tout favorise, en fait, l'énergie du pardon. Si un couple vit suffisamment de tendresse et d'amour, la tendresse et l'amour qu'ils vont vivre vont nous faire produire de l'hormone d'ocytocine, qui est l'hormone qui va nous aider à pardonner. L'hormone du bonheur. Oui, donc c'est ce qui fait qu'un couple peut vivre une situation d'ajustement, puis après, bon, ils vont réussir à se parler, et tout à coup, ils vont retourner dans la tendresse, les échanges affectueux, peut-être les échanges d'intimité aussi, de méditation, sexualité, et tout à coup, le nuage est parti. On se demande s'ils n'ont pas perdu la mémoire ou quoi. Effectivement, c'est que cette hormone-là leur a aidé à transcender ce qu'ils avaient créé, ce qu'ils avaient pu vivre. Parce qu'il y a deux personnes,
Chaque personne a son espace d'adaptation personnel. Okay? Moi, j'ai de l'énergie dans mon espace d'adaptation. Ce qui me permet de, par exemple, de faire face à quelque chose. Je suis capable de réagir parce que j'ai de l'énergie. Quand j'en ai plus dans mon espace d'adaptation parce que je ne l'ai pas suffisamment entretenu, j'y reviendrai, il arrive une situation, tout de suite, je me sens démunie. Impatiente, on peut se sentir vraiment dépassé, on n'a pas la solution. Bon. Alors, pour être capable de garder, de conserver suffisamment d'énergie dans mon espace d'adaptation personnelle, ça me demande d'être en contact avec moi, de faire des choses qui me font plaisir, ça me demande aussi de cultiver le bonheur, la gratitude, le contact avec la nature, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais c'est associé aussi à un certain bonheur, plaisir de vivre, l'amour de cet ordre-là, des états d'être de cet ordre-là. Bon. Donc, en couple, on arrive tous les deux avec ce qu'on aime, avec nos espaces d'adaptation, et après, il se crée entre nous un espace tampon relationnel, entre les deux. Comment? Oui. Alors, si je suis en couple avec quelqu'un et que moi, je projette, la projection, ça nous arrive encore, hein? On a beau être bien intentionné, mais c'est subtil la projection, hein? Donc, on va projeter, des fois c'est en pensée. Projeter en pensée, en parole ou en action, c'est la même chose, c'est le même résultat, OK? Donc, on va projeter sur l'autre finement, parfois, la responsabilité d'un vécu, mais ce qu'on a projeté, on vient de le placer dans l'espace entre nous deux. Donc, si on en place, on fait plein de dépôts dans cet espace-là de frustration, de colère. Ça n'a de rien, ça s'accumule, jusqu'à un jour où il y en a tellement qu'on n'arrive plus à se voir. On se voit à travers un brouillard. Et là, le couple n'est plus assez vivant, vibrant. Parce que l'espace du couple qui devrait être gorgé, parce que cet espace d'adaptation-là, cet espace tampon, pardon, l'idéal, c'est que ça soit rempli de paroles d'amour, de gestes d'amour, d'activités, de rire, de communication, de méditation, sexualité, tout ce qui nourrit, il rend vivant des personnes, vivantes des personnes. Donc, mais si l'espace est rempli de toutes les projections, à un moment donné, on voit le verre à moitié vide, toujours. On voit toujours les défauts de l'autre. Tout ce qu'avant on trouvait mignon, mais là on trouve ça détestable. Puis on commence à émettre vers l'autre des pensées de mésestime. Hein? Et à partir de là, on commence à hypothéquer réellement le capital du couple. Finalement, on ne retrouve plus tout ce qui nous avait attiré. C'est encore là. Mais on ne peut pas le voir, c'est voilé. C'est ça. Parce que notre vision est voilée de nos propres projections. Et c'est la force d'une projection, c'est que tant qu'on projette, on entretient dans un décor autour de nous l'objet de notre projection. Absolument. Pour justifier notre projection. On n'en sort pas. À partir du moment où on comprend qu'on est responsable, à partir de là, on peut changer quelque chose en nous. C'est toujours le principe du bonheur intérieur à la base. On peut changer quelque chose en nous, ce qui fait que là, on va entrer dans d'autres énergies face à l'autre, une autre énergie en nous face à l'autre. Et aussi dans un couple, on fonctionne souvent dans les demandes. Alors qu'en fait, il faudrait fonctionner polarisé dans le don. Ce qu'on veut que l'autre nous donne, il faudrait lui donner gratuitement, en partant. Et déjà ça changerait beaucoup la réalité. Parce que si on est après l'autre, qu'on veut, ça nous arrive tous, ça c'est sûr, parce qu'on explore dans le couple tout l'aspect d'être en relation, nos besoins, tout ça. Donc, tout le monde vit ça. C'est pas mal de le vivre. C'est juste de s'en apercevoir pour rectifier le tir. Mais on vit tout ça, là, c'est comme... Ça fait partie de l'expérience qu'on a à vivre d'être en couple. Donc, à partir du moment où j'attends toujours que l'autre fasse ceci, l'autre fasse ça, eh bien, l'autre, si l'espace tampon est fluide, l'autre est capable de le prendre. Il va être capable de faire des compromis, parce que c'est un espace de compromis aussi, cet espace-là. Mais si j'ai des besoins, mais l'espace tampon est gorgé de frustration, ça ne marche plus. Là, ça devient une guerre de besoins. Et là, ça devient, puis c'est parce que c'est un partage aussi, sans avoir un petit calepin où on a, tu me donnes ça, je te donne ça. Exact. Ça devient un partage. Dans la gratuité. Voilà. Puis parce que dans chaque personne du couple apporte quelque chose de différent. C'est souvent ça qu'on vit dans le couple. On attend de l'autre
Par exemple, si quelqu'un a une bonne communication, on attend de l'autre qu'il ait une bonne communication, qu'il communique. Non, la personne elle a une force de communication, c'est à elle de stimuler ça dans le couple. C'est ça son apport. L'autre, elle a une force de autre chose. C'est à l'autre personne, peut-être que l'autre personne elle a une capacité de faire des activités pour dynamiser le couple. Bon, ben, c'est à cette personne-là de nourrir le couple avec ça, de dynamiser ça. On apporte des choses différentes. Différentes, et c'est souvent des forces complémentaires, Oui. justement, qui vont faire l'entraide mutuelle. Oui, parce qu'à partir du moment où on veut que l'autre soit comme nous, on perd la force attractive. Il faut garder, qu'est-ce qui a fait qu'on a été attiré par une personne, c'est la force attractive, donc c'est les différences. Oui. Si on veut que l'autre soit comme nous, on perd progressivement la force des différences, on va perdre cette force attractive-là. Et la force attractive, bon, on est attiré par une autre personne, ça va. Dès qu'on est dans le cœur, la force attractive agit, est capable d'ajuster les choses. Mais à partir du moment où on devient en réaction, qu'on projette vers l'autre, la force attractive devient répulsive. Et là, l'autre peut devenir même notre pire ennemi. Alors qu'en fait, c'était la personne qu'on aimait de tout notre cœur. Mais parce que là, les forces se sont inversées, parce que nous, on ne les laisse plus passer, on met une opposition, donc les forces s'inversent. Et là, ça devient vraiment destructeur. Donc, dans les relations, c'est important de nourrir l'espace tampon entre le couple, puis d'en prendre soin. Et il se peut que, parfois, on se rend compte qu'on a cumulé plein de choses, et là, il faut faire du ménage. À ce moment-là, c'est important que, par amour pour le couple, pour chacun des individus, et pour leur couple, si leur couple est important, que les personnes prennent du temps. Donc, une des premières choses simples à faire, c'est de s'asseoir très près l'un de l'autre et de se regarder dans les yeux. Et puis, de laisser l'énergie travailler. Avec l'intention, on n'est pas obligé de revenir sur toutes les situations, on peut juste dire « je suis réellement désolé ». Des fois, quand on essaie de détricoter toutes les situations, c'est tellement tout mêlé, c'est tellement tout déformé par le jeu des projections que chacun a sa vérité. Il n'y a rien à faire avec ça. Il faut comme tout déposer en bloc devant puis dire « voilà, j'accepte qu'il en soit ainsi ». On ne peut pas rien faire avec ça. Donc, le but, c'est plutôt, si le couple veut revenir dans une énergie fluide, il faut que les gens s'assoient ensemble et disent « OK, on veut vraiment retrouver notre paix intérieure. On veut vraiment retrouver notre espace de bonheur. On le fait par amour pour nous, mais par amour aussi pour la relation. On se regarde dans les yeux. Juste ça. Juste se regarder dans les yeux. Je ne parle pas de 2 minutes, là. Intensément, avec le cœur ouvert et laisser l'énergie travailler, ça fait des miracles. Tout doucement, le contact va s'établir au niveau des âmes. Donc, quand on va retrouver le contact au niveau des âmes, l'énergie attractive entre nous va s'intensifier, donc va transcender les charges de l'espace temporationnel. On peut se mettre la main sur le cœur, mais dès qu'il y a un contact qui s'établit réel entre deux personnes, donc le contact visuel va enclencher un contact au niveau du cœur. Okay, c'est une question de minutes, peut-être d'heures, ça dépend de ce qu'il y a dans l'espace tampon, mais habituellement, des personnes qui choisissent de s'asseoir ensemble et de se regarder dans les yeux, on parle d'une question de minutes. 15-20 minutes, là, il y a déjà des miracles qui s'accomplissent. Là. Il y a aussi qu'à ce moment-là, de dire simplement la phrase « je suis avec tout notre cœur, oui. Je suis désolée ». Oui, oui, absolument. Puis de dire à l'autre qu'on l'aime, puis ça, les forces attractives, il y a comme une espèce de transcendance qui se fait sans qu'on soit obligé de tout décortiquer. Mais à ce moment-là, il faut complètement oublier les oui mais. Oui, mais dans la situation, il faut complètement lâcher. Il faut déposer devant nous, en fait, tout le bagage qu'on a traîné. Puis, les oui mais et les tu. Oui, et les toujours et les jamais. Oui. Et puis, aussi, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie de couple avec une armure. Il faut se désarmer, il faut déposer. Il faut accepter d'être vulnérable en couple. Souvent, on a peur parce que tout ce qu'on va dire sera retenu contre nous. Mais non, c'est justement ce qu'il faut faire. Il faut entrer dans notre vulnérabilité. La seule façon d'arriver à créer une vraie couple spirituelle, entrer dans une unité, c'est qu'il faut laisser l'autre approcher le plus près possible de nous. Comment on peut laisser l'autre approcher si on a un mur ou si on a une armure? Il faut le laisser approcher. Donc, il faut enlever ça puis accepter d'être vu,
Parce que c'est aussi ce qui n'est pas facile parfois. C'est accepter que l'autre voit nos faiblesses. On aimerait donc que l'autre nous voit dans ce qui est le plus beau. Et d'avoir l'humilité aussi de reconnaître que oui, on a eu une fermeture, oui, on a eu un geste ou une attitude inadéquate. Oui. Donc, Oui. Puis une autre chose aussi qui est très, très importante dans un couple, c'est l'intimité. Tout ce qui est du domaine de l'intimité. Quand je parle d'intimité, je ne parle pas juste de sexualité. Je parle d'intimité, c'est-à-dire de laisser la vibration de l'intimité s'installer. Dès que ça s'installe, il y a des gens, tu vois tout de suite, qui ont peur et fuient ce sentiment d'intimité. Puis il faut laisser la vibration de l'intimité s'installer tout doucement. Ça, c'est la première étape. Il y a aussi toute l'intimité d'une communication verbale, l'intimité aussi du toucher. C'est très, quand je parle de la vibration d'intimité, que ton amoureux ou ton amoureuse peut te toucher le bras, mais dans cette atmosphère d'intimité-là, c'est plus puissant, il y a autre chose qui se passe. Parce que dans un couple, le contact physique est capital. C'est fort dommage qu'il y a beaucoup de couples qui mettent ça de côté parce qu'ils pensent que c'est terminé. J'ai cru à ça moi aussi à un moment donné. Mais maintenant, non. Je réalise que c'est très, très important qu'il y ait cet espace d'intimité-là, puis même d'intimité avec la méditation sexualité. Bon, à ce niveau-là, je crois que dans les couples, on a réellement à redéfinir, parce que le thème du pouvoir, c'est lié à la méditation sexualité, entre autres. Donc, plutôt, chaque personne a à gérer le thème du pouvoir dans sa vie, OK? Elle l'explorer, et la sexualité fait partie du thème du pouvoir. Donc, toutes les personnes, on a à retravailler ce thème-là, puis en couple aussi, pour essayer de trouver une sexualité où le cœur, la conscience, l'énergie de la base, l'énergie du pouvoir et de la base vont être liés ensemble. Une sexualité vraiment où on va entrer dans une communion, pas juste dans la notion du plaisir, dans le sens du sacré. Bon, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais il y a beaucoup de littérature à ce niveau-là. Puis après ça, ben, c'est d'expérimenter. Expérimenter, parce que chaque couple doit créer son mode d'intimité à lui, dans le respect, l'amour, la tendresse, mais c'est important. Puis, c'est dommage parce que dans notre société, la sexualité a tellement été identifiée à des choses qui ne sont pas la vraie sexualité. Ce sont l'illusion de la sexualité, l'apparence de la sexualité, le côté sportif de la sexualité, mais côté fast-food, tout ça. C'est dommage. On a perdu le vrai sens de la sexualité, c'est qu'il y a l'union, vraiment le sacré, le divin. La communion, oui, la fusion. Oui, la fusion des énergies célestes, puis terrestres et tout ça, puis qu'on peut faire dans tout le respect. Mais pour ça, il faut approcher à travers. Il faut approcher pas par pas, à travers tout le cœur vers l'autre. C'est pas juste à travers les organes génitaux, mais à travers le cœur, s'investir complètement dans son cœur. Donc, en ce moment, c'est évident qu'on assiste à de grands changements au niveau de tout ce qui est d'être en relation. La notion de couple est en train beaucoup d'évoluer. On entre dans un autre mouvement dimensionnel, donc on est amené à choisir ce qu'on veut vivre en couple, beaucoup plus consciemment. Donc l'heure est à la réflexion et au choix, mais on est aidé grandement, parce qu'il y a beaucoup d'infusions qui se font dans ce sens-là. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui se sont incarnées avec un des objectifs de leur âme, de contribuer à créer de nouveaux archétypes de couple spirituel. Les archétypes, c'est ce qui est dans c'est comme une espèce de modèle conceptuel, spirituel qui est dans l'énergie, auquel les couples, qui influencent toute la réalité de la création des couples. Okay? Plus il va y avoir de couples dans cet archétype-là, plus ça va faire aussi une influence sur tous les couples de la planète. En ce moment, il y a de plus en plus de couples, à travers toutes sortes d'approches, qui ont le goût de vivre leur couple dans une dimension beaucoup plus profonde, sacrée, amoureuse, bienveillante. Peu importe comment, là, chacun a sa petite recette. Il y a de plus en plus de couples. Absolument. Mais tous ces couples-là, c'est parce que dans leur action-mission, peut-être que ce n'est pas conscientisé, mais dans leur action-mission, étant donné qu'ils ont cette qualité-là, ils ont son désir de qualité
d'établir une qualité de relation. Ils ont le désir d'utiliser la relation aussi pour une évolution. Hein? C'est un chemin de transformation, c'est un chemin d'auto-guérison. Hein? Bon, ça veut dire que dans leur action-mission personnelle, il y a une partie de ça qui est de contribuer à l'archétype planétaire. Parce que ce n'est pas un seul couple qui peut faire ça. Ça en prend des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de couples différents pour aider à construire cet archétype-là. Et ça va être sur des décennies. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire entre telle année et telle année. Là. Donc, en ce moment, de plus en plus de couples, intuitivement, s'éveillent à ça. Ils ne conscientisent peut-être pas nécessairement « Ah, c'est le fun, on participe à ça », mais c'est ce qui se passe vraiment. Parce qu'on est rendu là. On a besoin. Les nouveaux enfants qui viennent sont porteurs de ça. Mais nous, les personnes d'un certain âge, ceux qui sont déjà en couple, on doit faire le relais entre les deux. Comme un pont oui. entre Alors, c'est ce qu'on fait en ce moment, oui. Parce que c'est sûr que la quatrième dimension, c'est une autre façon complètement d'être en relation. Parce que en la quatrième dimension, c'est que tout est basé sur l'autonomie d'être. Et puis, le couple, les personnes nourrissent le couple et créent réellement une troisième entité. Et là, il y a une fusion entre les trois entités. Ça fait une trinité, puis il y a une fusion entre ça. Tandis que dans le couple traditionnel, c'est que les personnes, la partie du centre, vu que les personnes prennent constamment plutôt que de donner, projettent et tout ça, la partie du centre ne peut pas atteindre une maturité spirituelle. C'est pour créer une autre entité. Parce qu'en fait, c'est ça le couple. Deux personnes s'unissent en tant que créateur et créent une troisième réalité, qui est un couple. La réalité d'un couple, c'est une réalité aussi vivante qu'un être humain. Donc, les couples créent cette réalité-là très, très vivante. Et à partir de là, il y a une fusion qui se fait entre les trois. La réalité qu'ils ont créée, la somme des deux, plus chacun d'eux. Chacun reste dans sa particularité, mais ce qu'ils ont créé ensemble crée une autre entité, une entité aussi vivante. C'est comme on peut donner naissance à quelque part à une forme d'être humain comme ça, comprenez? Ouais. Donc, et c'est ça que de plus en plus de couples vont aller tout doucement vers ça, parce que ça fait partie de la quatrième dimension. Parce que pour qu'un couple en quatrième dimension ait des enfants, il faut que l'entité créée soit présente. Ils ne peuvent pas créer d'enfants si cette entité-là n'est pas présente. Parce que c'est à partir de là, le couple atteint un niveau où là, ils peuvent consciemment engendrer la vie, mais à un autre niveau de conscience. Alors, à partir de cette entité-là, que le couple se crée, on a accès à toutes sortes de choses. Parce qu'on entre dans... C'est comme si on a uni nos forces pour créer une réalité plus puissante que chacun de nous. Et cette réalité-là plus puissante, toutes les deux, on a accès à ça. Donc, on a accès à plus de connaissances, plus de force, plus de dons, plus de capacité de créer des choses, mais aussi à beaucoup plus de niveaux d'amour, beaucoup plus de niveaux de compassion, toutes sortes de... En fait, c'est qu'on entre vraiment dans la partie de l'homme-dieu, ou de la femme-dieu, ou de la déesse et tout ça. On entre là-dedans, quand on est rendu là. Mais ça, c'est pas loin de nous. C'est ce qu'on est en train d'essayer de vivre, de construire ça dans nos couples. Parce que c'est la base d'une nouvelle humanité. Bon, c'est les enfants. C'est les adultes, c'est toutes les classes. Mais si le couple crée des enfants sans créer cette entité nouvelle-là, les enfants qui naissent avec un niveau de conscience moindre. Ceux qui vont naître à partir de cette entité-là que les couples vont créer partent automatiquement avec un niveau de conscience plus élevé. Donc, si on veut faire évoluer la race, il faut absolument partir avec un niveau plus élevé. Donc, c'est nécessaire que l'énergie du couple change, parce que c'est les couples qui créent les enfants, et les enfants, c'est la nouvelle humanité. Donc, beaucoup de changements dans toute la réalité du couple. On va avoir de plus en plus de couples particuliers, avec des différences d'âge, avec déjà au niveau culturel. On va avoir aussi de plus en plus de couples de même sexe aussi. Il y a toutes sortes de choses. Et puis aussi, il y a eu une époque, peut-être les 30 dernières années, 40 dernières années, où il y avait beaucoup plus de séparation, de divorce. On va continuer encore un peu comme ça, sur cette envolée-là, quelques années, peut-être encore une décennie, mais après, ça va se stabiliser. Parce que
on va entrer dans une autre énergie où là, à cause de la troisième entité que le couple crée, ça va installer une stabilité dans les couples. Tandis que maintenant, les couples n'ont pas cette troisième entité-là. C'est comme impossible. Une fois que l'espace qu'ils ont mis en place, parce que dès qu'on devient un couple, cet espace-là se crée. Mais après ça, elle peut être remplie de projections ou elle peut être remplie de quelque chose d'expansif. Si on la remplit de choses expansives, évolutives, parce qu'on travaille dans notre couple, on crée cette entité-là. Alors là, ça installe vraiment une stabilité dans le couple. Les couples qui réussissent, sont des couples vivants, vibrants. C'est ça la différence. On parle de couples vivants, vibrants. Ça se regarde, sont faciles à identifier. C'est parce qu'ils ils sont en train d'installer ça, cette troisième entité-là. Et ces couples-là sont dans une stabilité. Stabilité dans le mouvement. Ils sont dans une sécurité, mais pas une fausse sécurité. Mais on sent autour d'eux que la conscience de l'engagement est bien ancrée dans leur couple. Il y a des couples qui se défont. Et puis, effectivement, parce qu'il y a des hommes qui avaient des bouts de chemin à faire ensemble, le chemin est fait, on se sépare. Il y a des hommes, il y a des personnes qui peuvent se séparer, même si leurs âmes veulent continuer ensemble. Ça peut arriver, ça. Ça fait des séparations des fois très, très déchirantes. Ça fait des séparations où les gens continuent ils ne sont pas capables de se réinstaller dans une autre relation de couple parce qu'en fait, ils n'avaient peut-être pas terminé ce qu'ils allaient vivre ensemble, mais les personnalités s'opposaient tellement que ça crée quand même la séparation. Parce qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à se percevoir. C'est là qu'on peut voir la différence dans une séparation où les choses se font ensemble et que chaque personne du couple a vraiment la conscience ou ressent profondément que ce qu'il y avait à faire et à vivre ensemble, c'est terminé. Tandis que ce que tu viens d'expliquer, ça, c'est une autre chose. Mais il y a aussi les comportements. Okay? Si quelqu'un manque de maturité émotionnelle, peut rendre la situation difficile. Mais au bout d'un temps, ils vont passer à autre chose. Mais il y a des couples, il y a des gens qui vont haïr la personne pendant 10-15 ans, puis ça n'en finit plus. Parce qu'ils n'ont pas fini de régler ce qu'il y avait. Alors, ils auraient pu continuer ensemble pour pouvoir continuer à régler ou, une fois séparés, continuer à avoir certains contacts pour finir de transcender. Mais c'est pas fait, donc ça reste au vif, puis ça continue dans leur vie personnelle à influencer ce que les personnes vivent. Elles n'arrivent pas à se créer un autre couple et tout ça. Donc, quand on est en couple, ce qui est important, c'est tant qu'on sent que c'est ce que notre âme veut vivre, bien, on fait les efforts qu'il faut. Parce qu'une vie de couple, ça demande des efforts. Effectivement, c'est pas quelque chose qui va rouler tout seul. Là, bon, tant mieux, on s'aime, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Non, non, non. Ça, c'est même l'amour le plus fort, le plus puissant. On a besoin d'être hautement actif dans une relation pour le maintenir en place. Pour le maintenir et le nourrir. Absolument. Donc, la première chose, c'est se demander, est-ce que j'ai à être en couple avec cette personne-là? Donc, ça demande d'aller dans la profondeur. Peut-être que l'ego va dire, non, j'en ai par-dessus la tête, j'en veux plus de cette personne-là, mais que ton âme va dire, oui, 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 c'est la bonne personne, tu es à la bonne place, puis tu as telle chose à travailler. Donc, ça, il faut commencer par identifier ça. Si on sent que c'est la bonne personne, il faut avoir le courage de s'aligner à son âme et d'avancer dans ce sens-là. Parce que si on sort de cette relation-là, on ne sera pas plus heureux ailleurs. Parce que c'est ça qui est le présent. C'est ça qu'on a à vivre. Donc ça, il faut faire attention à penser qu'en s'échappant, on termine ça, on s'échappe. Non. On ne peut pas fuir ce qu'on a à apprendre. On va trimballer ça avec nous partout, partout. Là. Bon. Si on sent que c'est terminé, là, c'est pas quelque chose qui se décide une soirée après une discussion intensive. Hein? C'est quelque chose qu'on ressent s'installer progressivement. On sent qu'on n'est plus autant interpellé par l'autre. On sent que les forces attractives, c'est facile. L'autre dit, on va faire quelque chose. Oh non, ça ne me tente pas. C'est pas grave que ça ne nous tente pas de faire quelque chose un soir, 2 soirs, mais si ça fait 6 mois que ça ne te tente pas de faire grand-chose avec ton compagnon ou ta compagne, il commence à être intéressant de se poser des vraies questions. En plus, c'est que si on va dans notre cœur, là, on arrive à sentir que non, on sent qu'on est prêt à passer à autre chose. Alors, à ce moment-là, il faut le faire. Il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, on ne sera jamais heureux. Tant, aussi longtemps qu'on ne s'aligne pas à l'âme, que ce soit pour rester dans une relation alors qu'on voudrait quitter puis échapper à ça, ou bien vouloir rester dans ce qu'on connaît parce qu'on a peur de faire les transitions et les changements qui s'imposent, on ne pourra jamais être heureux. Comment qu'on essaie de vivre toutes sortes de choses autour, on ne peut pas construire notre bonheur sur un désalignement intérieur. Voilà. Alors,
L'amour, c'est extraordinaire, hein? Ça nous fait vibrer. On est conçu pour aimer. Toute notre structure physique, émotionnelle, éthérique, mentale, on est des êtres conçus 100% pour aimer. Donc, c'est pas un hasard qu'on a autant le goût d'aimer et d'être aimé. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on est des actes d'amour. Ah oui, absolument. Merci beaucoup, Guylaine. Vraiment, tu m'as donné le goût de continuer dans mon couple à être vivante, vibrante, autonome, responsable et libre. Vous l'êtes déjà beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et Guylaine, pour avoir plus d'informations, Guylaine a un site. Oui, www.maitrealove.com. Alors, voilà, chère lumière de vie, prenez bien soin de vous. À la prochaine.